Dans la guerre du Saint Graal acharné, 7 sorciers invoquent 7 esprits héroïques dans une quête désespérée du pouvoir du Saint Graal mystique, qui accorde des miracles. La 4e bataille, reportée 3 fois, se déroule enfin. D'un autre côté, par un jour de neige, notre protagoniste, Kiritsugu, tourmenté de se considérer comme la cause de la mort d'Irisviel von Heinsbern, trouve du réconfort auprès d'elle, qui accepte son sort et reconnaît qu'elle est la raison de son existence. Malgré l'angoisse de Kiritsugu et sa réticence à rechercher la compassion, Irisviel exprime sa gratitude pour ce qu'ils ont accompli ensemble, la libérant d'être une marionnette. Lui rappelant son objectif de créer un nouveau monde sans souffrance causée par le Saint Graal, Irisviel exhorte Kiritsugu à embrasser sa fille et à être fier. Dans un flashback, Kurei découvre son implication dans la guerre du Saint Graal grâce au sceau de commandement, révélant l'importance de le garder secret. Bien qu'apparaissant comme des ennemis, Kurei et Tokyomi prévoient de travailler ensemble pour assurer la victoire de Tokyomi. Dans un autre flash-forward, Korea lutte pour libérer sa nièce Sakura, soumise à un processus d'entraînement cruel impliquant des vers héraldiques. Bien qu'il accepte de participer à la guerre pour la libérer, Korea devient un hôte pour les vers alors qu'il se bat pour sa survie et Sakura. Dans le présent, les étudiants en magie à la Tour de l'Horloge à Londres apprennent l'importance des lignées de sang magiques dans la force d'une famille. Weaver Velvet, défiant les croyances traditionnelles, décide de participer à la guerre du Saint Graal pour prouver sa valeur et invoque son propre servant. Kurai et Tokyomi discutent des mages dans la guerre, Kurai confirmant la sécurité de son maître et révélant le choix surprenant de Kiritsugu comme maître Heinsberg. La scène se déplace sur Kiritsugu et Irisviel, agenouillés dans une église, alors que Kiritsugu reçoit sa relique pour invoquer son servant. Kiritsugu enquête sur les autres maîtres, en particulier Kurei, craignant sa brutalité et ses compétences. Les deux s'interrogent mutuellement sur leur motivation et leurs désirs concernant le Saint Graal. Enfin, Korea est présentée dans un état lamentable, affaibli par les vers héraldiques. Dogi n'est pas un maître désigné, Zukanmato loue sa résilience et révèle sa préparation pour la bataille imminente. D'un autre côté, nous voyons Weaver, excité d'avoir un sceau de commandement, se préparer à invoquer son servant. Il trompe ceux qu'il croit être ses grands-parents et se plaint de devoir recommencer l'hypnose, révélant qu'ils ne sont pas réellement ses parents. Kiritsu contemple sa relique, Excalibur, l'épée légendaire d'Arthur Pendragon. Il la considère simplement comme un outil essentiel pour gagner la guerre du Saint Graal. Il souligne les capacités de guérison de l'épée et l'importance d'avoir le servant le plus fort. Suite à cela, nous voyons Rintosaka emménager avec la famille Zenju, tandis que son père, Tokyomi, montre à Kurei une relique, un fossile de la première peau perdue par un serpent dans le monde. Blessé et avec les cheveux blancs, Kurei rencontre finalement Sakura dans sa chambre. Il promet de la revoir après avoir terminé sa tâche, malgré le refus de Sakura d'avoir une famille. Dans le sous-sol, Korea et Zukin tentent d'invoquer son servant avec une incantation qui accordera une affinité avec la folie pour améliorer ses capacités. Pendant ce temps, Weaver, dans une forêt, utilise du poulet volé pour obtenir le sang nécessaire à son cercle d'invocation. De l'autre côté, nous voyons Tokyomi et Kurei et Kiritsugu et Iris von Heinsberg dans leurs cercles respectifs. Kurei invoque Archer Gilgamesh, Kiritsugu invoque Lanceur King Arthur sous la forme d'une femme et Weaver invoque Rider Alexandre le Grand. À ce moment, tout est prêt pour le commencement de l'intense guerre du Saint Graal. Weaver réprimande Rider pour s'être introduit dans sa chambre après lui avoir volé des livres. Intrigué par les cartes qu'il découvre, Rider prévoit de conquérir ses anciens territoires pendant qu'il retourne en Macédoine et en Perse. Lorsqu'il interroge Weaver sur ses ambitions avec le Saint Graal, Weaver révèle modestement son désir d'être reconnu par ses pairs à la Tour de Londres. Rider, dédaigneux, le trouve insignifiant et étroit d'esprit. Weaver, sur le point d'utiliser ses sceaux de commandement, se retient, conscient de sa limite de 3 utilisations. Rider met en valeur son pouvoir avec son épée, libérant des phénomènes naturels et révélant le char de Zeus. Pendant ce temps, Kiritsugu et sa fille, Ilyasviel, ramassent des bourgeons de châtaignier dans la neige, avec Saber observant depuis le manoir. Surpris par la chaleur de Kiritsugu, Saber se souvient de la façon dont lui et Irisviel ont réagi en découvrant sa véritable identité de femme. Irisviel, préoccupé par la relation entre Kiritsugu et Saber, discute de l'inconfort de Kiritsugu à imposer le destin d'un roi à Saber. Plus tard, Saber révèle son désir de sauver la Grande-Bretagne, chose qu'elle n'a pas pu accomplir dans sa vie passée. Dans une forêt, Kiritsu demande à sa fille d'attendre son retour, tandis que sa mère lui assure qu'elle sera toujours avec elle. Ailleurs, un jeune homme nommé Ryu tente d'invoquer un démon en utilisant un pentagramme ensanglanté. Des reportages détaillent un meurtre lié à cette tentative, présentant la scène horrible. Ryunosuke, un tueur sadique, révèle ses sombres passe-temps et son indifférence envers le Saint Graal. Son servant, Barbe Bleue, est invoqué et partage son enthousiasme pour la violence. Impressionné par la brutalité, Ryunwosu rejoint son servant pour explorer plus de façons de tuer. Plus tard dans la nuit, Karai converse avec son servant, assassin au sommet d'une colline, discutant de Castor Barbe Bleue, le dernier servant invoqué qui marque le début de la guerre du Saint Graal. Il ordonne à l'assassin de partir immédiatement et d'aller au manoir
Tosaka pour éliminer Tokyomi rapidement, se retournant contre lui à la première occasion. L'assassin désactive gracieusement de nombreux pièges à l'extérieur du manoir, évitant chaque faisceau d'activation jusqu'à atteindre la source d'énergie cristalline. Cependant, elle explose douloureusement dans sa main alors que Gilgamesh jette sa lance à travers, épinglant sa main au sommet du pilier. Gilgamesh en envoie ensuite une autre à son visage, déclarant qu'un ver comme lui n'a pas le droit de le regarder. Tokyomi, avec modestie, explique à Gilgamesh qu'il l'avait fait combattre contre l'assassin pour mettre en valeur son pouvoir et l'aider à décider contre qui se battre en premier. Bien que Gilgamesh ait initialement considéré cela comme trivial, il a accepté et a choisi d'errer dans l'ère actuelle, la trouvant intrigante mais désagréable. Son but est de découvrir des trésors dignes de sa collection, et Tokyomi lui assure que le Saint Graal satisfera ses goûts. Weaver partage la nouvelle avec Ryder, qui, détendu et savourant des collations, ne montre aucune inquiétude pour la mort d'Assassin. Cependant, il est intrigué par celui qui a vaincu Assassin et s'enthousiasme à l'idée d'affronter le responsable. Ryder décide de traquer les autres servants, jetant son dévolu sur le servant doré brillant que Weaver a mentionné, supposant que tous les autres sont également au courant de lui. Pendant ce temps, à la Sainte Église, Karai cherche l'asile et l'obtient selon les règles. Bien qu'il se sente en sécurité, il demande une garde, matérialisant une femme assassin, il signale la présence de 4 entités magiques et prévoit de profiter de la distraction des autres maîtres, afin que les esprits héroïques de l'ombre lancent leurs attaques. D'un autre côté, Irisviel et Saber arrivent au Japon pour convaincre les autres maîtres qu'Irisviel est le maître de Saber. Vêtue de noir, Saber affiche son désintérêt pour le pays et l'avion, car elle peut monter n'importe quoi de mortel ou de divin. Alors qu'il traverse le Japon, Saber aspire à rencontrer Kiritsugu, tandis qu'Irisvio veut savourer le pays qu'elle n'a jamais exploré auparavant. D'un autre côté, Kiritsugu sollicite l'aide d'un marchand d'armes après la victoire sur l'assassin. Les deux passent en revue le résultat de la bataille et concluent que Karai a peut-être intentionnellement permis à un servant d'arriver. Karotsugu demande au marchand d'armes d'envoyer un familier près de la Sainte Église sans alerter le père. Avant de poursuivre sa mission, le marchand d'armes l'encourage et l'embrasse, laissant entrevoir un lien étroit entre eux. Avec Saber à ses côtés, Erisviel von Heinsbergen contemple l'océan, commentant sa beauté. Elles ont passé une agréable journée ensemble, réfléchissant ensemble. Erisviel remarque que le bonheur semble apporter de la douleur à Imia, et Sabre suppose qu'Irisviel aurait préféré passer la journée à se promener avec lui. Segré sent alors quelque chose qui se cache dans l'obscurité à proximité et le prend comme un défi. De l'autre côté, Weaver se retrouve terrifié au sommet d'un pont, tandis que Ryder apprécie la vue, considérant que c'est un endroit idéal pour observer leurs ennemis avec un verre à la main, se sentant exalté. De retour près de l'eau, Lancé décide enfin de se révéler à Sabre, à Irisviel, se préparant au combat. Avant de se lancer dans le combat, ces combattants semblent échanger quelques mots amicaux, comme s'il s'agissait d'un prélude à la grande bataille à laquelle nous sommes sur le point d'assister. Sabre découvre quel lanceur possède la capacité d'utiliser la magie du charme. Le combat éclate avec Kiritsugu se défendant contre l'attaque initiale, tandis que Ryder et Weaver observent la confrontation. L'identité du maître de Lancer reste non révélée, incitant Emiya et Maya à enquêter sur les environs à la recherche d'indices. Sabre se concentre sur la découverte du noble fantasme de Lancer pour planifier sa stratégie, tandis que les deux s'engagent dans un combat sans connaître l'identité de l'autre. Segra utilise la magie du vent sur son épée pour dissimuler ses caractéristiques et la bataille devient intense. Emiya identifie le maître de Lancer sur le toit de l'entrepôt, mais est pris au dépourvu par une attaque d'assassins, stratégiquement positionnée dans un endroit surprenant. En parallèle, Kurei informe Tokyomi de la bataille, soulignant la force de Saber et mentionnant une femme mystérieuse aux yeux rouges, aux cheveux argentés et à la peau blanche que Tokyomi identifie comme un homoncule Ainsborn. Tokyomi ordonne à Karei de surveiller la femme de près à tout moment. De retour dans la bataille, Lancer et Saber louent leur coup les compétences de l'autre jusqu'à ce que le maître de Lancer autorise l'utilisation du noble fantasme. Lancer révèle sa lance plus longue, surprenant Sabre. Lancer utilise sa capacité à couper à travers la magie, dévoilant la véritable nature de l'armure de Sabre comme une barrière magique. Dans un rebondissement inattendu, Lancer dévoile une autre lance, un autre noble fantasme, sectionnant le bras de Sabre et la laissant blessée au sol. Pendant ce temps, Ryder n'est pas satisfait de ce qu'il voit. Il ne veut pas que Lancer termine le combat. Au lieu de cela, il espère que d'autres servants apparaîtront avant que cela ne se produise afin qu'ils puissent être témoins de leurs capacités. Il préférerait engager et vaincre tous ses ennemis en même temps plutôt que de les traquer un par un. Il désire l'opportunité de croiser le fer avec ses héros de différentes époques, et plus il observe Lancer et Sabre, plus il urge de rejoindre la bataille. Ryder tranche l'air avec son épée, appelant depuis son char. Lancer est de nouveau sur ses pieds, mais il ne peut pas bouger son pouce à cause d'une coupure sur son bras. Irisviel tente de le soigner, mais sa blessure ne se guérit pas comme elle le devrait. S'il avait conservé son armure, il n'aurait pas été blessé par la deuxième lance jaune, qui inflige des blessures maudites qui ne peuvent pas être guéries. Saber se rend compte qu'il est surnommé Dirmou, vous feriez de même, et Lancer prend également conscience de son identité. Avant qu'ils ne soient sur le point de reprendre leur combat,
Ryder fait irruption sur le champ de bataille dans son char, se présentant majestueusement à la surprise de tous. Ryder fait irruption dans la confrontation entre Lancer et Saber, suggérant qu'ils abandonnent le Saint Graal et le rejoignent. Lancer rejette l'offre, fidèle à son maître, et Saber se sent insulté. Ryder répond avec audace, se moquant du maître et le défiant de rejoindre le champ de bataille. Gilgamesh, un roi imposant, fait connaître sa présence et dédaigne les autres servants. Irrité par le commandement de Ryder, il révèle son noble fantasme. La situation se complique lorsque Correa envoie son Dark Berserker, un être terrifiant sous un sort d'identité. Kiritsugu recherche le maître de Berserker, tandis que Gilgamesh et Berserker s'affrontent. Gilgamesh lance de nombreuses armes, mais Berserker les esquive ou les transforme en son propre noble fantasme. Tokyomi décide de retirer Gilgamesh en utilisant un sort de commandement pour empêcher la deuxième activation de son noble fantasme. Berserker attaque avec le poteau lumineux, révélant que tout ce qu'il tient devient son arme. Lancer intervient pour protéger Saber, mais son maître lui ordonne de joindre ses forces à celles de Berserker contre elle. Kiritsu prévoit d'éliminer le maître de Lancer, mais avant que la situation ne devienne incontrôlable, Ryder intervient, en lançant son char sur Berserker. Ryder appelle ensuite le maître de Lancer, lui disant que si le combat continue, il sera maintenant contre Ryder et Saber. Lancer reçoit un appel en retour. Ryder dit ensuite à Saber qu'elle doit d'abord combattre Lancer, et elle sait que c'est vrai car elle doit le tuer pour guérir la blessure maudite qui affecte sa main. Elle serait à un désavantage significatif dans tous les autres combats si elle ne guérissait pas d'abord. Pendant ce temps, Waver Velvet est épuisé par toute l'action. Pendant ce temps, Emiya rit de la peur infligée aux servants alors que Berserker entre dans la bataille. Mais il coud du sang et des vers héraldiques parce que Berserker se déchaîne avec Saber, ce qui ne peut pas continuer si Emiya doit survivre aussi. Il doit être capable de contrôler Berserker pour vivre, et alors s'il peut le faire, il sent qu'il gagnera. De retour à l'église, un espion informe Kerr qu'un mage a été trouvé en train d'espionner l'église. Enfin, nous voyons que Castor regardait la bataille depuis une boule de cristal avec Ryu. Castor continue de délirer sur le fait d'avoir enfin trouvé son âme sœur, affirmant qu'il s'agit de Saber, et déclarant qu'ils seront bientôt ensemble. Irisviel apprécie la vitesse au volant de la voiture de Kiritsugu sur une falaise venteuse avec Saber. Soudain, Saber lui demande d'arrêter la voiture, car Castor bloque le chemin. En sortant, Castor salue Saber comme sa sainte vierge, mais elle nie le connaître. Il se présente et prétend languir avec le miracle qui les réunirait, sautant même à travers le temps pour trouver son gène. Castor croit qu'elle a oublié sa vie passée. Sabre se présente et pleure Castor avec son épée, et il se retire sous les yeux attentifs des espions de Carey qui observent la scène et décident de les suivre. Ailleurs, Riwandersu se livre à un moment macabre avec un scalpel et du sang, tandis que Castor informe sur Sabre. Il prévoit plus de sacrifices, en commençant par 11 enfants. La scène se déplace sur Canet, réprimandant Lancer pour ne pas avoir tué Saber. Solo y interrompt et critique Canet. Lancer refuse de laisser Saber aller plus loin, sans combat. Ailleurs, Kiritsu prétend être Canet pour évacuer un bâtiment. Avec Maya en position, il fait exploser le bâtiment. Cependant, Canet n'a pas bougé et semble protégé par une barrière magique. De l'église, Kotamine communique avec Maya et s'enquiert de l'homme qu'il recherche. Il jette ensuite un poignard, lui coupe la main et la désarme. Maya se défend, mais Kotamine révèle que quelqu'un d'autre la surveille. Wonder Spies rapporte qu'ils ont localisé Castor. Pendant ce temps, Kotamine, Tokyomi et Rizi Kotamine discutent de Castor et de son maître utilisant la magie imprudemment, ayant déjà tué 15 enfants. Ils le jugent dangereux, car il pourrait exposer la guerre du Saint Graal. Ils décident donc d'essayer de convaincre les autres maîtres de s'allier avec eux contre Castor. Peu de temps après, Karai trouve Gilgamesh dans son bureau, buvant tout son vin et se relaxant sur son canapé. Gilgamesh parle de l'objectif de Tokyomi d'atteindre la route comme étant aussi ennuyeux qu'il l'est, et demande à Karai ce qu'il souhaiterait du Saint Graal. Karai répond qu'il n'en a aucun et aucun désir. Son point de vue est que faire des choses pour son propre bonheur est un péché qui souillerait son âme. Gilgamesh répond que Karai a besoin d'apprendre ce qu'est le vrai plaisir, et lui demande également de découvrir les motivations des autres servants. Yogimish disparaît et Karai se demande s'il pourrait apprendre ce qui motive Emiya et découvrir également ce qu'il recherche. Dans l'hôtel démoli, des sauveteurs découvrent une mystérieuse boule de mercure qui semble posséder ceux qui la touchent. L'un d'eux, sous son contrôle, ordonne aux autres de la charger sur un camion. D'un autre côté, Riz informe les proches du maître de la suspension temporaire de la guerre du Saint Graal pour se concentrer sur l'élimination de Castor. La récompense pour avoir vaincu Castor en premier comprend des sorts de commandement supplémentaires. Rizi et Tokyomi prévoient donc de laisser les autres maîtres trouver Castor, puis d'exploiter sa faiblesse avec Archer. De retour à la maison où séjourne Waver Velvet, Ryder reçoit un colis d'un livreur. Il a commandé un t-shirt avec une carte du monde et un admirable stratège maître après avoir appris le shopping en ligne et avoir voulu l'essayer. Ryder veut maintenant sortir,
ce que Waver n'avait pas autorisé auparavant car il avait observé que Sabre pouvait le faire en étant vêtu de vêtements modernes. Malheureusement, Ryder n'a pas de pantalon moderne, et Waver l'empêche de partir tant qu'il n'en met pas. Il conclut un accord où Waver lui apportera un pantalon et le laissera sortir si Ryder tue un servant. Emilia, Irisviel et Saber discutent de la manière d'approcher Castor, qui croit que Saber est Jeanne d'Arc. Alors qu'Emilia suggère d'attendre, Saber veut agir rapidement, pour éviter d'autres tragédies. Irisviel souligne la blessure maudite de Saber et l'existence de Lancer comme préoccupation supplémentaire. Emilia envisage d'abandonner la guerre et de retourner dans sa famille, mais Irisviel le convainc de rester pour le bien du Saint Graal dans le monde. Cependant, ils craignent Cure, qui pourrait les poursuivre. L'action se déplace vers la forêt, où Castor, avec des enfants contrôlés, défie ses poursuivants à un jeu mortel. Irisviel regarde à travers une boule de cristal, alors que Sabre se lance dans la confrontation. Castor libère un enfant, mais la bataille prend une tournure sombre, lorsque des créatures tentaculaires émergent, indiquant que le conflit n'est plus limité au Saint Graal. Castor continue d'insister sur le fait qu'elle a oublié qui elle est, prétendant être simplement confuse. Saber se libère de ses chaînes, et commence le combat avec lui. Elle commence par couper les créatures tentaculaires recouvrant le champ de bataille. Cependant, elle se régénère immédiatement. Emilia dit à Mayu de sortir Aerasbil du manoir, car ce n'est pas sûr pour elle. Saber se demande pourquoi Castor a une mana illimitée, et réalise que son noble fantasme la lui fournit sous la forme d'un livre. Il continue d'oublier qui elle est, et la connexion qu'ils avaient autrefois. Elle continue de se battre contre toutes les créatures, mais elles parviennent à l'enchaîner à nouveau. Soudain, Lancer apparaît, libérant Saber de ses chaînes, et informe Castor que c'est lui qui tuera Saber. Castor revendique la propriété sur Lancer. Cependant, Lancer dit à Saber de ne pas se méprendre, il est seulement là pour tuer Castor, parce qu'on lui a ordonné de le faire. Ils décident donc de faire équipe et d'affronter cet ennemi commun. Pendant ce temps, Canet est à l'extérieur du manoir et y entre en utilisant une substance semblable à du mercure qu'il appelle volumen hydrogramme. Il appelle Emilia et avance, déclenchant de nombreux pièges. Cependant, la boule de mercure le suivant crée un bouclier immédiat pour le protéger. Emilia s'échappe rapidement en manipulant le temps dans son corps. Il s'enfuit et se cache derrière un coin, mais le mercure continue de le chercher. Il utilise l'hôtel du temps, triple stagnation pour ralentir ses battements de cœur et ses respirations à tel point que le mercure ne peut pas le détecter. Canet contourne le coin et Emilia conviennent de protéger Emilia et d'empêcher cet intrus d'attaquer. Et Mayu, bien qu'il y ait des allusions à des sentiments pour Emilia, dans la forêt, aucune ressemblance entre eux. Sentant la présence de Curey, Emilia attaque Canet dans le manoir. Après avoir surmonté une barrière, Emilia utilise des balles spéciales qui percent étonnamment la défense de Canet. Canet, blessé, promet d'améliorer son jeu car il avait auparavant baissé sa garde. Dans la forêt, Mayu attaque Carey, qui la surprend avec un couteau et la frappe. Irisviel utilise une capacité spéciale appelée Shape East Level, se transformant en un oiseau fait de cordes qui lie Carey. Cependant, Carey se libère et avance vers Mayu, surmontant les tentatives de l'arrêter. Sabre et Lancer, pour leur part, affrontent Castor et ses créatures tentaculaires. Saber utilise son pouvoir pour tracer un chemin, permettant à Lancer d'attaquer le noble fantasme de Castor, provoquant une pluie de sang. Des explosions se produisent dans le manoir, alors qu'Emilia et Canet s'affrontent. Emilia utilise des balles spéciales, mais Canet croit qu'il peut leur résister. Cependant, il est surpris par un nouveau tir. Avant de recevoir le coup final, Castor survit avec une cascade de sang. Plus tard, Lancer mentionne qu'il doit aussi partir car son maître est en danger, et Sabre lui permet de partir et de sauver son maître. Il lui exprime sa gratitude avant de partir. Dans un flashback, une femme révèle à un jeune Emilia la véritable nature des balles. Elles contiennent des fragments de côtes écrasés qui, en entrant dans un mage, coupent ses circuits magiques, les rendant incapables. Le gardien a fabriqué 66 de ces balles mortelles. Dans le présent, Kainat subit un violent épisode de vomissement de sang. L'amalgame éclate, et se grattant le corps, il émet des cris déchirants alors que le sang se précipite au sol. En un instant, il s'effondre au sol avec les yeux rétrécis. Émile s'approche rapidement, mais Lancer intervient. Il remarque qu'il aurait pu facilement abattre Canet à ce moment-là, mais son honneur de chevalier l'en empêche. Raving son choix, il choisit de saisir son maître avant de sauter par la fenêtre. Pendant ce temps, Karai emploie des méthodes violentes pour extraire des réponses d'Erisbel, qui est un homoncule chargé de protéger le Saint Graal. Dans un acte désespéré, Maes, toujours agrippé à la vie, s'agrippe à la cheville de Karai. À ce moment, un assassin apparaît pour l'informer que Lancer et Castor ont quitté la forêt, et Saber approche. Reconnaissant le danger de la situation, Car poignarde Irisviel avec ses 3 longs poignards et prend ensuite la fuite à la hâte. Irisviel reprend conscience, et Saber lui offre son soutien en tenant son visage. Saber informe que Karai s'est échappé, Maya est blessée mais survivra, et l'inquiétude repose sur Irisviel en raison de la perte importante de sang. Cependant, une révélation intrigante émerge.
Il n'y a aucune blessure visible. Un flashback explique que le fourreau d'Excalibur possède des propriétés curatives tant que Sabre est à proximité. Bien qu'Emilia ait demandé à Sabre de toujours garder le fourreau avec elle, elle n'en était pas consciente, voyez-vous. Dès que Saber s'approche, le fourreau commence à libérer ses pouvoirs de guérison. Irisviel parvient à stabiliser Maya. Face à la prise de conscience que Karai est plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé, ils s'engagent à protéger Emilia ensemble. Absolument. Dans un flashback intrigant, Lancer revit le moment où son roi célèbre les fiançailles de sa fille, avec un homme qu'elle ne veut pas épouser. Bien qu'il croie que le roi accepte son amour, il découvre le mensonge et finit par être tué par lui. Hélas. Étonnamment, cet épisode n'est pas un souvenir, mais un rêve de Canet, le maître actuel de Lancer. Il partage son rêve angoissant avec Solowi, sa fiancée. Sa tête bandée révèle qu'il a perdu la capacité d'utiliser la magie après une mystérieuse attaque, figurez-vous. Solowi, direct et impitoyable, l'informe que ses circuits magiques ont été perturbés, mais que ses organes internes ont été épargnés. Pire encore, elle le torture physiquement et émotionnellement, exigeant qu'il cède volontairement les sauts de commandement ou qu'il subisse encore plus de douleur. Eh bien oui. Pendant ce temps, Maya est blessée au lit et soignée par Eresviel. Saber exhorte Emilia à donner la priorité à la défaite de Castor pour éviter d'autres morts innocentes. Cependant, Emilia se dirige pour achever le maître de Lancer, qui croit toujours être Canet, défiant les priorités de Sabre, le voilà. De retour dans la scène de torture, Solo-Willy manipule Lancer pour qu'il lui jure fidélité, promettant que le Saint Graal sera la clé pour guérir Canet. Lancé, motivé par la perspective de sauver son maître, accepte le marché, vous comprenez. Ailleurs, Ryder et Waver font leur entrée, profitant d'un repas avec les grands-parents de la jeune fille. Irritée par la demande de Ryder de se dématérialiser, elle apprend que Ryder a acquis quelque chose d'encore plus précieux, un pantalon, figurez-vous. En utilisant l'alchimie, Waver retrace la piste magique laissée par un mage dans l'eau, découvrant le remplacement et se souvenant d'un trou d'égout pertinent. Ryder loue la capacité de Waver à découvrir le repère de Caster grâce à une technique simple mais efficace, tenez. Exprimant sa fierté de son approche directe plutôt que de stratégie compliquée, Ryder et Waver décident de s'aventurer dans le tunnel. Alors qu'ils s'enfoncent, ils rencontrent d'autres créatures tentaculaires effrayantes, ma parole. Une fois à l'intérieur, Ryder avertit Waver qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas regarder. Mais il défie l'avertissement. Waver crée une lumière magique pour illuminer le repère, révélant un sol trempé de sang et une chaussure troublante. Quelle horreur! La scène choquante fait vomir Waver, tandis que Ryder souligne la gravité de la situation. Soudain, ils sont attaqués par des assassins qui se cachent dans le repère, confirmant la survie d'assassins. Ah bon! Ryder, avec sa présence imposante, passe à l'action pour protéger Waver. Bien qu'ils parviennent à affronter certains assassins, il met en garde contre l'incertitude de leur nombre. Malgré la possibilité de trouver des indices dans leur père, ils décident de l'abandonner, car il offre trop d'avantages à un assassin, comprenez. Ils choisissent de mettre le feu au repère et sortent majestueusement d'une mer de flammes dans le char de Ryder. La chaussure troublante est consumée par le feu, ce qui amène Ryder à anticiper que Caster sera forcé de sortir au grand jour, considérant cela comme une victoire stratégique, et voilà. La scène commence par un flashback de Rin tentant de concentrer son mana sur un cristal qu'elle brise accidentellement. Dans le présent à l'école, Rin protège son ami Kotone du harcèlement des autres garçons. La scène rappelle son père, Tokyomi, lui enseignant qu'elle doit concentrer son mana, ou il se retournera et blessera non seulement elle, mais aussi ceux qui l'entourent, absolument. Il souligne l'importance de l'essence de la famille Tosaka, utilisant leur mana avec calme et élégance. De retour à l'école, son ami la remercie de l'avoir aidé. Ensuite, nous revenons au flashback du duo père-fille, où Tokyomi lui apprend à transformer le cristal en cheval, tenez-vous bien. Un autre flashback révèle que la famille Tosaka a dû quitter la ville de Fuyuki en raison du danger croissant. Bien que Rin ne soit pas contente, elle reconnaît la nécessité d'en apprendre davantage, vous comprenez? Après cela, elle découvre un livre magique avec des empreintes de mains noires et presque engloutie par lui, mais son père la sauve. Tokyomin lui donne une boussole magique pour identifier les objets imprégnés de mana, c'est ça. De retour dans le présent, Rin remarque des événements étranges à l'école, tels que des disparitions et des cours annulés. En apprenant la mort d'un camarade de classe, elle décide de retourner à Fuyuki. À son arrivée, sa boussole révèle des traces de mana partout, ma parole. Inquiète de retrouver Kotone, elle suit la boussole et découvre Ryu, qui semble contrôler mentalement les enfants. Prenant un risque, elle le suit jusqu'à un bar fermé où sa boussole vacille et tourne. Tenez-vous bien. Descendant les escaliers, elle trouve Kotone sur le sol, visiblement affecté par quelque chose d'inconnu. Face à Kotone et aux autres enfants contrôlés dans le bar, Rin observe comment Ryu les manipule avec son bracelet. Quelle horreur! Elle résiste courageusement, lui lançant des objets, mais réalise que le bracelet est la clé. Sur le point d'être contrôlée, elle se souvient qu'elle peut détruire des objets avec suffisamment de mana. Concentrant son énergie sur le pendentif boussole autour de son cou, elle le surcharge et brise le bracelet de Ryu. Et voilà! Cela libère les enfants, et Rin les exhorte à s'échapper. Mais bientôt, la police arrive sur les lieux. Après cela, sa boussole réagit étrangement, révélant une présence surnaturelle. Une créature tentaculaire tombe au sol, suivie de vers héraldiques volants. Ma parole, Correa apparaît, protégeant Rin.
Pendant ce temps, sa mère inquiète se rend à Fuyuki, surprise que Rin y soit allé, et trouve sa fille se reposant sur un banc, dans le parc. Korea émerge des ombres et explique que c'est la magie de la famille Mato. Absolument. Il explique également comment il se sacrifie pour la possibilité de réunir Sakura et tout le monde dans le même parc. Rin se réveille, s'excusant auprès de sa mère et versant des larmes pour sa décision d'aller à Fuyuki, comprenez ? Assassin observe tout et le communique à son maître, l'exhortant à suivre la trace du maître de Berserker, Korea. Irisviel, alors qu'elle erre dans le manoir endommagé, s'affaiblit en réalisant que Ryder approche, vous comprenez. Elle s'appuie contre un mur et lorsque Saber et elle rencontrent Ryder à l'entrée, elle suggère de ne pas se battre mais de partager un verre, puis produit un grand tonneau, ma parole. Assis dans la cour, ils discutent du Graal, Ryder exprimant son désaccord quant à la nécessité de la guerre, figurez-vous. Gilgamesh apparaît, invité par Ryder, et se joint à la réunion. Après l'échange de boissons, Gilgamesh proclame sa propriété sur tout, y compris le Graal. Sabre interroge Ryder sur ses raisons de chercher le Graal, révélant son propre désir de renaître et de changer le destin de la Grande-Bretagne, comprenez. Il critique également la vision de Ryder du rôle d'un roi, arguant qu'il ne devrait pas être un tyran égoïste. Ryder défend l'idée qu'un roi doit vivre dans les extrêmes pour que les gens ordinaires l'admirent. Dans un flashback, nous voyons Saber sur un champ de bataille vaincu, tandis que Ryder la rejette comme une fillette. Eh bien oui. La discussion est interrompue par l'arrivée d'assassins, des esprits héroïques avec de multiples personnalités. Ryder propose de parler et de boire avec eux, mais ils répondent en l'attaquant avec un poignard. Quelle horreur! Ryder utilise son pouvoir spécial, une bulle de réalité, pour transporter tout le monde dans un désert. Il explique que cette capacité projette une vision de son esprit dans le monde réel. Puis l'armée massive de Ryder approche, leurs âmes reviennent au monde en tant qu'esprits héroïques, jurant toujours allégeance à Ryder, tenez. Dans le désert, l'armée imposante de Ryder, Aioniwe et Terohan, composée des âmes de ses fidèles disciples, se manifeste. Les assassins sont dépassés et vaincus dans une bataille écrasante, tenez-vous bien. De retour dans la cour, Ryder, apparemment indifférent, continue de boire et fait ses adieux à Sabre, la jugeant comme une petite fille. Après le départ de Ryder, Gilgamesh adresse des mots d'encouragement à Sabre, l'exhortant à poursuivre son rêve, comprenez ? Cependant, des doutes persistent dans le cœur de Saber concernant son identité et le chemin à suivre. Kurei et Tokyomi discutent de la défaite d'Assassin et du puissant noble fantasme de Ryder. Tosaka, s'appuyant sur les informations d'Assassin, décide qu'il est temps d'agir avec Gilgamesh contre Ryder, absolument. D'autre part, Kiritsugu est dans un hôtel après la bataille des assassins. Tout en mangeant, il examine les informations sur Korea et décide de reporter pour le moment son intervention dans ce conflit. Vous comprenez ? Emiya contemple également la situation de Lancer et l'incertitude quant à l'emplacement de Caster, comprenez ? Ailleurs, Karei et Gilgamesh discutent de l'intérêt de Gilgamesh pour Karei plutôt que pour le Saint Graal. Karei explique les détails des sorts de commandement et son rôle dans la guerre du Saint Graal. Bien que Kurei hésite à recevoir plus de sorts de commandement, il croit que Tosaka a formulé une stratégie pour vaincre les autres maîtres et serviteurs, figurez-vous. Pendant ce temps, Sabre conduit la voiture d'Irisviel vers leur nouvelle base. L'emplacement d'un bâtiment japonais traditionnel dans un village rural apparaît usé. Irisviel remarque un entrepôt rouillé dans la cour arrière, que Maya remet à Saber dans le cadre de la base. Ma parole! Irisviel critique le choix de l'emplacement, mentionnant que l'espace ouvert dispersera trop de mana. Malgré ses réserves, Maya a déclaré l'entrepôt comme un atelier magique sécurisé, et Irisviel commence à organiser Saber, pour les préparatifs magiques, vous comprenez. Saber demande à Irisviel pourquoi elle a évité de toucher quoi que ce soit tout au long de la journée. Irisviel s'excuse et admet que quelque chose ne va pas en effet. Elle prend la main de Saber et la serre de toutes ses forces, mais c'est presque comme rien, ma parole. Irisviel est très faible, s'habiller le matin était brutal. Elle a arrêté son sens du toucher, parce que cela l'a fait se sentir mal. Être capable de faire cela est un avantage en tant qu'homoncule. Et Raziel dit à Saber que c'est comme un défaut structurel provenant de la création de son corps, voyez-vous ? Comme elle n'est pas un humain normal, elle ne peut pas aller chez un médecin. Désormais, elle aura besoin de beaucoup plus d'aide de Saber. Elle croit qu'en se reposant dans un cercle magique, correctement connecté aux lignes de Lei, son état pourrait s'améliorer. Absolument. Plus tard, Karei discute avec Gilgamesh du maître de sabre, le considérant comme un simple mercenaire embauché par les Heinsberg. Gilgamesh considère le maître comme un métis avec des motifs pathétiques pour chercher le Saint Graal, figurez-vous. La conversation dévoile l'intérêt de Gilgamesh pour Korea et sa contemplation de la vraie raison derrière les actions de Korea. Gilgamesh, après avoir humilié Kar, remarque un sceau de commandement sur sa main, même s'il n'y a pas de serviteur disponible. Quelle horreur! Gilgamesh lui dit de répondre à l'appel du Saint Graal, car il semble l'avoir jugé digne. Il dit aussi qu'il ne fait aucun doute maintenant qu'il a vraiment un souhait que le Graal accorderait. Gilgamesh croit que c'est quelque chose d'enfoui profondément dans son cœur, dont il n'est pas encore conscient, ma parole. S'il veut obtenir le Saint Graal, son souhait lui sera révélé. Mais d'abord, il doit détruire les chances des autres de réaliser leur souhait et transformer son maître en son ennemi. Gilgamesh lui dit qu'il devra commencer par voler un serviteur à un autre maître, vous comprenez ? Nous voyons Ryder contempler l'océan aux côtés de ses troupes, puis Weaver le réveille au son de son ronflement.
Par la suite, ces deux-là décident de se promener, profitant de la journée ensoleillée, car Weber estime qu'il était nécessaire de sortir et de prendre de l'air frais, absolument. Dans les ruines de son repère, Ryu affronte la destruction causée par Castor et cherche du réconfort. Castor souligne la beauté de ses actions, affirmant que seuls quelques-uns comprennent son art, tandis que d'autres cherchent à le détruire, comprenez. Ryu réfléchit à la possibilité d'une intervention divine, mais Castor remet en question cette idée, maintenant que Dieu ne punit pas les humains. Au contraire, il s'inflige des punitions les uns aux autres. Ryu exprime sa croyance en l'existence de Dieu en raison de la complexité du monde, le comparant à un auteur qui aime son œuvre et les idéaux humains. Tout à fait. Castor loue ce credo et proclame que le blasphème et la louange sont des formes de culte, exprimant son désir d'accomplir des exploits encore plus grands pour ravir son auteur céleste. Pendant ce temps, Weaver est dans une bibliothèque et prend un livre sur Alexandre le Grand, le voilà. Il est révélé que la scène initiale était un rêve de Weaver, et Ryder a laissé la gouvernance de son territoire pour poursuivre son désir de voir l'océan. Ryder et Weaver discutent de jeux vidéo et de stratégie, révélant une connexion au-delà de la relation serviteur et maître, tout à fait. Castor, debout dans une rivière, prépare son noble fantasme tandis que Ryu attend avec impatience. De l'autre côté de la ville, Weaver et Ryder rentrent chez eux, et Weaver exprime qu'il ne peut pas être fier de gagner le Saint Graal avec un sermon aussi puissant, figurez-vous. Ryder lui dit que son insécurité est typique d'un chef militaire, et révèle qu'il n'a jamais vu l'océan, qui est sa destination ultime. Soudain, ils sentent une présence dans la rivière. Quant à Sabre et Irisviel, eh bien on les voit se précipiter vers la rivière, où ils trouvent Castor debout, avec son noble fantasme déchaîné, effectuant une sorte de sort incroyable, quelle horreur. Castor les remarque dans des arcs, accueillant sa sainte jeune fille. Soudain, une créature massive émerge de l'eau, enveloppant Castor alors qu'il continue de parler de sa colère. Ryder apparaît également dans son char, demandant une trêve pour ce soir afin d'affronter Castor, tout à fait. Lancé accepte également. Sabre accepte également de se battre à leur côté, et ils commencent rapidement à discuter de sa stratégie. Ils réalisent qu'ils doivent détruire Castor avant qu'il n'atteigne la Terre. Mais Castor est à l'intérieur de la créature, vous comprenez? Lancé arrive et suggère de forcer Castor à sortir de la créature. S'ils peuvent exposer son noble fantasme, son aiguillon d'Urgue peut briser le sort en un seul coup. Ryder avance et lance la première attaque, tout à fait. Sabre suit peu après, courant dans l'eau et sautant pour porter un coup rapide. Dans une situation de plus en plus chaotique, des avions militaires approchent de la rivière Mayan, où des rumeurs circulent sur la présence d'un monstre, quelle horreur! Les pilotes se demandent si la créature est réelle et envisagent la possibilité d'être les premiers à l'affronter et potentiellement à mourir, suivant la logique des films de monstres. Pendant ce temps, Sabre a du mal à blesser la créature, qui affiche une remarquable capacité de régénération, ma parole. Ryder arrive dans son char pour tenter d'infliger des dégâts, mais la créature continue de se soigner. Au milieu du chaos, Riot loue Castor pour la création de la créature. La scène passe à Kurai Kotami conversant avec son père, Rizai Kotami, un superviseur de la guerre du Saint Graal, vous comprenez? Tous deux reconnaissent que l'activité à la rivière Mayan pourrait exposer le Saint Graal et décident de demander l'aide de l'association des mages. Rizzi prévoit également de travailler à dissimuler les événements. Pendant ce temps, Saber persiste dans ses efforts pour vaincre la créature, tandis que Gilgamesh observe depuis son trône dans le ciel, critiquant les autres serviteurs pour leur incapacité à la vaincre, figurez-vous. Tokyomi, également présent sur les lieux, décide de demander à Gilgamesh d'éliminer la créature. Malgré les tentatives de Gilgamesh, la créature continue de se régénérer, et le roi des héros affiche son mécontentement, voyez-vous. En parallèle, des avions militaires continuent de survoler la zone, perplexes par la présence du véhicule volant de Gilgamesh. L'un des avions est victime des tentacules de la créature et est consumé. Berserker fait son entrée, utilisant son noble fantasme pour intégrer un avion de chasse à son arsenal, quelle horreur. L'attention se porte sur Tokyomi, qui rencontre Koreamatou. La confrontation révèle des tensions passées, alors que Korea remet en question la décision de Tokyomi de confier sa fille Sakura à la famille Matou. Tout à fait. Tokyomi justifie le choix comme une mesure pour s'assurer qu'au moins l'une de ses filles hérite des secrets magiques de la famille Tosaka. Se sentant rejetée, Korea se considère comme un bâtard dans ses efforts pour plaire à ses descendants, tout à fait. La tension monte alors que Korea, inquiet de la poursuite de Gilgamesh par Tokyomi et Berserker, commence à cracher du sang. Les vers héraldiques, symbole de son lien avec la famille Mato, grincent vers lui alors qu'il déclare sa détermination à ne pas pardonner aux mages, jurant de les tuer, y compris Zukin et Tokyomi. Ma parole! Dans l'ombre, Kurai Kotamin observe la tragédie qui se déroule, les vers héraldiques font pousser des ailes, et Korea les dirige vers Kurai dans un acte de désespoir. Pendant ce temps, Ryu encourage Castor depuis le rivage, mais la créature créée par ce dernier reste imperméable aux efforts de Saber et Ryder, comprenez? Les spectateurs sont frappés d'horreur lorsque Ryu est soudainement touché par un coup de feu dans l'estomac. Confus, il découvre du sang sur ses mains et admire sa beauté avant de recevoir un autre coup de feu à la tête, provoquant sa mort et la disparition de son sceau de commandement. Quelle horreur! Castor déplore la perte de son complice et jure de lui faire un cadeau inégalé dans l'au-delà. Kiritsugu et Maya, observant la situation, comprennent la menace posée par la créature de Castor.
comprenez. Après avoir tiré sur Ryu, Kiritsugu insiste sur la nécessité de s'occuper de la créature avant de procéder à leur prochain objectif. Il reconnaît Squarok, si la créature atteint la Terre, elle pourrait se régénérer indéfiniment. La seule solution est de détruire chaque particule de sa chair, une tâche qui nécessite un noble fantasme anti-forteresse, comprenez? Les serviteurs sont également conscients de cette nécessité et comprennent que les attaques conventionnelles ne suffiront pas. Sabre possède le potentiel pour une telle attaque, mais son bras gauche, endommagé par Lancer, entrave son utilisation absolument. Sabre se tient devant l'imposante créature de Castor, visiblement désemparée quant à la façon d'aborder la situation. Pendant ce temps, Rider et Berserker poursuivent Togilgamesh dans une poursuite effrénée. Ma parole! Kureha déchaîne des vers héraldiques volants vers Tokyomi Tozaka, qui se défend habilement avec une barrière magique, tandis que Kurai Kotamine observe depuis l'ombre. Face à l'incertitude, Rider conseille à Saber de reculer, élaborant un plan qui implique d'utiliser sa bulle de réalité pour gagner un temps précieux. Tout à fait. Pendant ce temps, Archer et Berserker continuent leur affrontement épique dans le ciel, attirant l'attention de plus de spectateurs. La confrontation entre Tokyomi et Kureha prend une tournure sombre pour ce dernier, qui est gravement blessé. Quelle horreur! Tokyomi lance une attaque puissante, enveloppée de flammes, conduisant à la chute de Kureha. Lancé, Saber, Irisviel et Waver élaborent un plan d'attaque pour le moment où Rider ne pourra plus maintenir la créature dans sa bulle de réalité, vous comprenez. Irisviel reçoit un appel de Kiritsugu, tandis que Waver fournit des informations sur le plan de libération de la créature. Lancé, remis de ses blessures, décide d'affronter Castor. Avec ses mains restaurées, Sabre invoque Excalibur et court sur l'eau, poursuivi par Berserker, tenez-vous bien. Archer poursuit Sabre, mais une force inconnue, provenant de l'avion, l'engloutit dans les flammes. Pendant ce temps, Karai trouve Kureha au bord de la mort. Mais les paroles d'Archer l'amènent à décider de le guérir, au lieu de l'éliminer. Tout à fait. Dans une autre scène, Kiritsugu est dans un bateau à moteur gonflable sur l'eau. Waver contacte Rider, transmettant un message sur le signal lumineux. Lancé se matérialise au-dessus de Berserker pour l'empêcher d'attaquer Sabre, poignardant le jet avec sa lance anti-magique, provoquant une explosion, ma parole. Cependant, Berserker parvient à détacher une tourelle avant l'impact. Il se prépare à viser Sabre, mais Archer l'élimine avant qu'il ne puisse saisir l'opportunité. Karatsu exécute son tir caractéristique, tandis que Waver informe le messager de Rider de l'emplacement, comprenez. Le messager confirme l'information et disparaît pour la transmettre à Rider. En quelques secondes, la créature de Castor réapparaît, et Sabre libère son noble fantasme anti-forteresse, attirant la lumière environnante dans une belle forme dorée avec un cri d'Excalibur « Ma parole !» Archer regarde avec émerveillement alors que la créature se divise et Castor est englouti par une lumière brillante qui le consume. À ce moment-là, Castor a une vision de quelqu'un ressemblant à Sabre, mais c'est en fait Jeanne. Elle lui sourit et lui tend la main, un geste qu'il accepte au milieu de sa confusion, figurez-vous. Archer, de son côté, tombe amoureux de Sabre. Rider, en revanche, ressent plus de compassion pour elle que d'admiration pour ses capacités, portant le poids de ses disciples et vivant tourmenté par ses idéaux, s'abstenant de se permettre de tomber amoureux ou de profiter pleinement de la vie, vous comprenez. Dans une décision conjointe, Rider et Archer choisissent de ne pas s'affronter à ce moment-là. Rider est affaibli par la récente bataille avec Castor, et Archer souhaite l'affronter de toutes ses forces dans un duel équitable. Rizzi Kotamine, le prêtre de l'église et superviseur du Saint Graal, rencontre Canet pour discuter de la récompense pour la défaite de Castor. Des sauts de commandement supplémentaires, ma parole. Cependant, la réunion prend une tournure inattendue lorsque Sophia, prévoyant d'acquérir le deuxième sceau, est interceptée par Maya, qui lui coupe le bras. Bien que Sophia ne montre aucun signe de trouble, elle procède à la destruction des sceaux endommagés, vous comprenez. Dans une autre scène, Rizzi et Canet se demandent si ce dernier devrait devenir un maître à ce moment-là. Malgré la défense de Canet, Rizzi accepte et lui accorde un sceau supplémentaire. Lancé, témoin de la confrontation à la surprise générale, entre Sophia et Canef, alors est que réprimandé Rizzi par ce dernier. s'éloigne, Plus Canet tard, lui tire Lancer dessus. informe Saber de la Quelle disparition de Sophia horreur! et la défie en duel ce soir, comprenez. Sabre accepte, et pendant la bataille, Lancer révèle qu'il se bat sans sa main gauche en signe de respect pour son épée. Bien que ses attaques soient non moins puissantes, Saber reconnaît que cette approche préserve la dignité de la lame, voyez-vous. Pendant ce temps, Canet, troublé par la disparition de Sophia, est surpris par un coup de feu près de son fauteuil roulant. Kiritsuva Imiya apparaît et propose à Canet un contrat avec un parchemin magique appelé le parchemin Self-Case, qui assure la protection de Canet et Sophia, tant qu'Imiya utilise son sceau pour ordonner à Lancer de se suicider. Ma parole! Désespéré, Canet accepte et donne l'ordre, conduisant Lancer à se suicider. Étonnamment, sur le champ de bataille, Lancer s'empale avec sa lance, tout en maudissant Saber et Emiya. Ses yeux prennent une teinte démoniaque avant de disparaître, avertissant de la colère de Daramut dans son dernier souffle. Quelle tragédie! La tragédie continue alors que Maya, à distance, tire à travers la poitrine de Sophia et Canet, qui la tenait dans ses bras dans son fauteuil roulant. Emiya avait trompé Canet en lui faisant croire qu'il était à l'abri de la mort, alors qu'en réalité, Maya prévoyait de le tuer de toute façon, comprenez. Ils tombent tous les deux au sol, et en désespoir de cause, Canet demande à Emiya de l'achever. Saber s'approche et l'exécute avec son épée.
exprimant son mécontentement de voir Emiya pour le méchant qu'il est réellement. Elle se reproche d'avoir pensé qu'ils partageaient un but commun et exige qu'Emiya révèle son véritable souhait et s'explique. Cependant, Emiya hésite à partager ses motivations avec Saber et ne répond qu'à Irisviel. Il la considère comme une assassin, mais reconnaît qu'elle peut être fière de choses comme l'honneur et la gloire. Emiya qualifie ses propres méthodes de meurtre d'illusion qui ont mené beaucoup de gens à la mort. Bien que Saber soutienne que sans idéaux, chaque guerre serait un enfer sur Terre, Emiya maintient que la guerre elle-même est déjà un enfer. Il considère les actions de Saber comme intrinsèquement mauvaises, tout comme les siennes. Emiya déclare qu'il obtiendra le Saint Graal pour sauver le monde, même si cela signifie assumer tous les péchés du monde et se salir les mains avec des actes ignobles. Dès que Kiritsuga quitte les lieux, Irisviel s'effondre en raison de sa faiblesse. Kirai Kotomine entre solennellement dans l'église, où il découvre le cadavre sans vie de son père, Rizai Kotomine, le superviseur de la féroce guerre du Saint Graal. Après avoir transmis la terrible nouvelle à Tokyomi, il réagit avec fureur. Pendant ce temps, dans son cercle magique, Saber se remet de ses blessures, tandis que Maya rejoint Irisviel pour délibérer sur la proposition d'alliance de Tosaka. Dans un autre coin, Rin Tosaka reçoit la visite de son père, Tokyomi, qui lui confie la tâche cruciale d'obtenir le Saint Graal dans le cadre de ses devoirs de mage de l'influente famille Tosaka. Il offre ensuite à Rin un livre ancien en cadeau. Plus tard, Saber, Irisviel et d'autres se réunissent avec Tosaka pour discuter d'une trêve conditionnelle au milieu de la guerre incessante. Irisviel, épuisé par la situation, avance 2 conditions pour la trêve. Obtenir des informations sur Rider et son maître, et le retrait de Kirei Kotomine du conflit. Étonnamment, Tosaka accepte les 2 conditions. Suite à cela, Saber monte sur une moto offerte par Kiritsugu et est visiblement excité. Peu après, Irisviel révèle sa véritable nature à Maya comme une sorte de déguisement et la transformation imminente qu'elle subira. Malgré cela, Maya promet de la protéger jusqu'à la fin, établissant un lien de loyauté incassable. De retour à l'église, Tokyomi Tosaka est troublé de découvrir que Kirei Kotomine a caché son lien passé avec la famille Heinsbern. La tension monte et Kirei informe Tosaka qu'il doit se retirer de la guerre du Saint Graal. Alors que Kirei fait ses bagages, son attention est attirée par une photographie de Kiritsugu Emiya, suscitant un profond intérêt pour le mystérieux participant. Rider fait irruption dans le bureau de Kirei, semant le doute dans l'esprit de Kiritsugu quant à l'abandon de la guerre, sans résoudre ses propres mystères. Rider révèle que malgré la lutte interne de Kirei, le Saint Graal l'appelle toujours. Un appel téléphonique révèle l'emplacement de la famille Heinsbern, incitant Kirei à décider de rester dans le conflit. Kirei révèle les sceaux de commandement sur son bras, un cadeau de son défunt père. Archer, impressionné par la révélation, décide de transférer sa loyauté de Tokyomi à Kirei, solidifiant ainsi un nouveau pacte maître-serviteur. Les adieux entre Tokyomi et Kirei prennent une tournure sinistre lorsque, dans un acte de confiance, Tokyomi confie à Kirei l'éducation de Rin et la protection de son héritage. Cependant, Kirei poignarde Tokyomi dans le dos avec une dague azote, révélant la brutalité cachée sous son apparence. Avec la mort de Tokyomi, Archer se matérialise, officialisant son pacte avec Kirei. Archer garantit le Saint Graal, tandis que Kirei le nomme comme son maître. On peut voir Kiritsugu dans son enfance, profitant du temps avec des amis sur la plage. Une amie plus âgée, Shirley, vient le chercher dans sa camionnette en l'appelant Kari. Elle partage une légende locale sur une fille maudite qui devient un crabe pour avoir volé des offrandes. Shirley met en garde contre le sanctuaire voisin et sa potentielle malédiction. On voit son père qui a réussi à utiliser la magie pour empêcher 100 fleurs de se faner en altérant le flux du temps. Elles ne pousseront plus, mais elles ne mourront jamais. Shirley a également créé son premier spécimen réussi, en apprenant par imitation, tout en aidant le père de Kiritsugu. Peu après, Shirley se dispute avec son père, le prêtre Simon, qui lui demande de ne pas retourner dans cette maison. Kiritsugu, observant cette discussion, pense que son père devrait passer plus de temps avec les villageois. Plus tard, Shirley et Kiritsugu discutent de l'animosité du père Simon et des villageois envers le père de Kiritsugu. Ensuite, elle montre à son amie un poignard protecteur que son père a insisté pour qu'elle porte à tout moment. Shirley n'a pas peur de la magie et espère que le travail de son père profitera à l'humanité. La nuit, les enfants observent la plante de Shirley se flétrir et elle invite Kiritsugu à se promener le long d'une rivière, réfléchissant à leur avenir. Kiritsugu révèle son secret sur l'utilisation future de la magie et Shirley l'embrasse, promettant de rester à ses côtés. Le lendemain, son père le réveille et Kiritsugu découvre que Shirley n'est pas allée à son atelier. Il est averti de ne pas sortir, mais inquiet, il se dirige vers le village. Cependant, le garçon ignore l'avertissement et en sortant, il découvre une fiole du sang de son père qui fait manger des poulets, et Shirley avec des yeux rouges mangeant un poulet. Shirley supplie Kiritsugu de la tuer avant qu'elle ne perde le contrôle. Désespérée, elle se mord les poignets et Kiritsugu est témoin de la tragédie qui se déroule. La scène continue après la tragédie, avec Kiritsugu menant le père Simon sur les lieux de l'incident. Plus tard, on voit Kiritsugu dans l'église, tourmenté par les souvenirs de Shirley. Le père Simon part informer le village,
mais Kiritsugu est attaqué par des individus aux yeux rouges. Peter et une autre personne entrent dans l'église et verrouillent la porte, mais l'individu frappe à la porte, sachant qu'il est à l'intérieur. Soudain, un homme dans un manteau noir à capuche avec un collier de croix poignarde la personne qui essaie d'entrer et franchit la porte. Kiritsugu s'échappe par la fenêtre et découvre que le village est envahi par ces créatures. La femme qui l'a sauvé explique que les apôtres morts boivent le sang des gens, les transformant en d'autres de leur espèce. Elle révèle l'existence de deux groupes, les exécuteurs de la Sainte Église et l'Association des Mages, tous deux tentant d'éliminer la menace, bien qu'avec des méthodes différentes. La femme révèle que l'Association des Mages a incendié le village pour dissimuler la vérité. Apprenant que Shirley a été transformée par son père, Kiritsugu est profondément affecté par l'information. La femme, une Eventer traitant avec l'Association des Mages, recherche un mage responsable d'avoir scellé dans le milieu qui a initié la transformation des apôtres morts. Kiritsugu, plongé dans ses pensées sur Shirley et son père, devient un acteur clé dans cette quête. D'autre part, le père de Kiritsugu est vu en train de brûler ses recherches, révélant que la famille Emiya cherche l'éternité pour accéder à la route. Kiritsugu, avec le poignard de Shirley, poignarde son père quand il mentionne la poursuite des recherches, puis l'achève avec une arme à feu, tout en se souvenant d'images agréables de Shirley. Après cela, avec la femme, Kiritsugu quitte l'île sur un hors-bord, laissant derrière lui le feu consumant la plante flétrie de Shirley. On peut voir Kiritsugu dans son adolescence, se reposant dans une pièce abandonnée avec des bandages et des poches intraveineuses. Une femme, Natalia Kaminski, lui révèle que sa douleur en tant que mage est permanente en raison de son sceau. Elle explique qu'elle a créé des balles avec un code mystique unique, résultat de l'écrasement d'une partie de ses côtes. Ces balles, au nombre de 66, peuvent couper et connecter des circuits magiques, les détruisant définitivement. Elle lui conseille de les utiliser à bon escient. Dans une scène ultérieure, Kiritsugu et Natalia poursuivent un homme dans des rues sombres et le trompent pour le tuer. Plus tard, Kiritsugu se réveille dans son adolescence, racontant comment il a passé des années à chasser sous la tutelle de Natalia. Il devient un professionnel indépendant, s'impliquant dans le conflit entre l'Association des Mages et la Sainte Église. Malgré son désir d'accompagner Natalia, elle le rejette, affirmant avoir été témoin de tragédies similaires dans le monde entier. Kiritsugu remet en question l'utilité de ses actions car, bien qu'il ait tué son père pour empêcher des tragédies, il continue d'être témoin de la mort de nombreuses personnes. Natalia suggère l'élimination de tous les mages pour prévenir de futures tragédies, mais Kiritsugu considère cette idée comme impraticable. Dans un flashback, elle lui conseille de donner la priorité à sa propre vie et de survivre par tous les moyens, soulignant que se sacrifier pour les autres n'aide pas. Kiritsugu, bien conscient de ses limites, aspire à sauver autant de personnes que possible. À un autre moment, Kiritsugu et Natalia se préparent à frapper Odd Vorak, un mage qui utilise des abeilles familières pour transformer les gens en démons. Malgré la récompense substantielle offerte par l'Association des Mages, Kiritsugu remet en question la moralité de leurs actions. Natalia révèle qu'Odd Vorak apporte la destruction dans son sillage, et elle a perdu des villes entières pour ne pas avoir pu le capturer plus tôt. Alors que Kiritsugu prend l'habitude de fumer, Natalia l'avertit des dangers du tabac. Plus tard, on le voit fumer seul dans son lit pour l'aider à se détendre. La chasse commence avec Atelier à l'aéroport, elle découvre qu'Odd Vorak sera sur un vol de Paris à New York, transportant ses abeilles comme bagages enregistrés. Kiritsugu doit localiser et éliminer un allié à New York. Dans une cabine, Natalia utilise un cercle magique pour tuer Vorak dans l'avion, tandis que Kiritsugu abat son allié depuis un autre bâtiment. Natalia, dans le compartiment cargo, contemple les abeilles, mais découvre qu'elles sont toutes mortes. Elle brûle les abeilles et demande à Kiritsugu de retirer le cadavre de l'avion. Cependant, une hôtesse de l'air transformée en démon émerge, déclenchant le chaos à bord. Kiritsugu, s'armant, prend conscience de la situation. Natalia prétend que tout est sous contrôle, mais l'avion est rempli de démons. Alors que Kiritsugu obtient une arme, Natalia l'informe que faire atterrir l'avion est sa principale préoccupation. Kiritsugu, sur un hors-bord, assure qu'il a une solution. Ils se souviennent de leur passé ensemble, où Kiritsugu voyait Natalia comme sa mère, et elle exprime sa culpabilité de ne pas lui avoir offert une vie différente. Kiritsugu avoue qu'il la considère comme sa vraie famille, et était heureux de ne pas être seul. Après ses adieux poignants, il lance un missile vers l'avion, le détruisant. Depuis l'eau, Kiritsugu réfléchit à son sacrifice pour sauver les autres. Il croit qu'il aurait dû faire la même chose avec Shirley, regrettant qu'il aurait pu sauver de nombreuses vies dans ce village. Malheureusement, il ne peut s'empêcher de ressentir tant d'angoisse après avoir perdu tant de personnes auxquelles il tenait. Kiritsugu entre dans l'entrepôt, où se trouve Irisiel, et elle l'accueille avec surprise et un tendre sourire. La jeune fille est très heureuse de voir notre héros. De sa poitrine, elle sort un artefact qu'elle appelle Avalon, et qui sera utile pour la bataille finale. Elle le remercie également pour toutes les années qu'ils ont vécues ensemble. Après quelques mots affectueux, ils se disent au revoir. Saber conduit une voiture, se faisant discrète. Apparemment, elle ne sent pas la présence d'un servant. Pendant ce temps, Kiritsugu sort un fusil de sniper et vise des corbeaux dans la zone. Il sent que quelque chose ne va pas.
Weaver est dans une forêt apparente, en train de profiter d'un pique-nique, tandis qu'une voix stridente le dérange, mais il continue de manger. Ryder lui parle du Saint Graal et de son existence. Cette voix explique également qu'elle veut affronter Sabre pour la vaincre enfin. Weaver écoute pendant un moment, mais il s'endort. Kirei est maintenant dans une sorte de rêve nu. Devant lui se trouve un homme en armure lourde, qui ne fait que prononcer des mots blessants à son sujet. En un clin d'œil, il commence à l'étrangler sans pitié, et après que son casque se fissure, un crâne enflammé émerge. Il se réveille immédiatement, toujours enchaîné, et maintenant les vers se nourrissent de ses blessures. Un vieil homme moqueur s'approche de lui. Après l'avoir frappé avec le bâton dans la gorge, un ver dégoûtant entre dans sa bouche, provoquant la transformation de son corps. Alors que Maya a une conversation avec Irisiel, elle lui demande pourquoi elle aide Kiritsugu, et elle répond qu'elle n'a aucun souvenir et qu'il lui a donné le nom. Son seul souvenir d'enfance était la pauvreté et la guerre. Elle mentionne avoir été forcée de porter une arme et d'être utilisée pour la bataille. Kiritsugu l'a sauvée de cette vie, et c'est pourquoi elle fait tout ce qu'il demande. Notre héros se dirige silencieusement vers l'une des pièces et tombe sur le sol ensanglanté. Sur la table, il voit 2 tasses à thé, il va donc continuer à inspecter l'endroit. Irisiel explique qu'elle fera toujours de son mieux pour aider son mari, car c'est ainsi qu'ils gagneront la 4e guerre du Saint Graal. S'ils échouent tous les deux, Ilia sera la prochaine à être lésée. Après avoir enquêté, le jeune homme découvre que la personne assassinée était Tokyomi Tosaka. De façon inattendue, quelqu'un essaie de forcer l'entrée de l'endroit où il se trouve, créant une grande agitation. Lorsque Kiritsugu ordonne à Saber de se diriger vers l'entrepôt, il n'y a que Maya blessée sur le sol, et elle lui dit de se dépêcher, car Ryder a kidnappé Irisiel. Elle regarde l'ennemi s'éloigner au loin, et part à sa poursuite sur sa moto. Notre héros s'approche de son allié, qui est en très mauvais état, et commence à pleurer, mais elle l'arrête, car ce n'est pas le moment de faire une pause. Maya reste silencieuse, et il lui tient la main sans rien dire. Saber s'éloigne à toute vitesse pour suivre la piste du kidnappeur. Elle essaie d'esquiver toutes les voitures sur son chemin, même les camions venant dans sa direction. Elle l'a perdu de vue, mais elle peut sentir sa piste. Ryder et Weaver courent à toute vitesse, et l'ennemi traite cette poursuite comme une course, accélérant encore plus. Elle remarque que la moto atteint sa limite, et elle est assez proche de Ryder, elle utilise donc ses pouvoirs pour améliorer son véhicule, restant résolument invisible dans l'air. Karia s'inquiète que l'ennemi ne respecte pas les règles et obstrue le chemin de Saber, qui doit maintenant esquiver rapidement des dizaines de débris. Alors que tout indique qu'il a réussi, Saber parvient à le rattraper. Après avoir croisé les épées, elle réalise quelque chose de troublant. Irisiel n'est pas avec eux, donc on continuera de chercher où elle se trouve. Maintenant, Kiritsugu a un témoin clé captif, qui peut savoir où se trouve sa femme. Il a également posé des questions sur l'endroit où se trouve Kirei. Mais quand il reçoit une réponse qu'il n'aime pas, il lui tire dans la jambe. Maintenant, il commence à parler. Karia rencontre Kirei et lui demande s'il était nécessaire d'utiliser 2 sceaux de commandement pour l'occasion, et l'autre répond de ne pas s'inquiéter. Il lui rend son pouvoir. Lancelot se transforme momentanément en berserker, mais son maître lui ordonne de disparaître, laissant tomber Irisiel au sol. Maintenant, elle est le réceptacle du Saint Graal. Avant de se séparer, Kirei lui dit d'aller à l'église à minuit pour voir Tokyomi Tosaka. Ryder et Saber se font face, et au lieu d'attaquer, l'ennemi essaye de créer une stratégie. Weaver, à l'intérieur de lui, pense que son allié ne se soucie pas du sort de ses ennemis, et comprend l'origine de son surnom, Roi des Conquérants. Lorsque ce méchant décide d'attaquer en premier, Saber utilise sa ressource la plus puissante, l'attaque Excalibur. Malgré l'explosion massive, les deux parviennent à survivre. Ne sentant aucune présence ennemie, Saber décide de s'éloigner pour éviter de perdre du temps. Maintenant, Ryder et Weaver doivent revenir à pied. Pendant le voyage, Kirei réfléchit au moment difficile qu'il a vécu avant d'atteindre l'église. Convaincu qu'il est tombé sur Tokyomi, il est accueilli par un corps sans vie. Simultanément, cette jeune fille émerge, observant le malentendu se dérouler. Une vive dispute s'ensuit entre eux, plongeant le jeune homme dans un état de panique. Submergé, il perd le contrôle, la serrant si fort que cela entraîne sa mort. Témoin des conséquences de ses actions, il se met à crier et se retire, alors que Karia et Gilgamesh observent la scène depuis le balcon, savourant une gorgée de vin. Quand Weaver rentre chez lui, il rencontre Glenn sur le toit et l'invite à se joindre. Bien qu'il ne soit pas d'humeur, il accepte néanmoins. Le jeune homme monte avec une lanterne et le vieil homme aimable lui offre quelque chose de chaud à boire. Il partage que cela a toujours été son rêve de contempler les étoiles avec son petit-fils. Il avoue à Weaver qu'il a réalisé qu'il n'était pas son petit-fils, mais l'apprécie toujours, sachant qu'il n'a pas de mauvaises intentions envers eux et rend sa femme heureuse. Le vieil homme souhaite passer plus de temps avec lui, mais le jeune homme ne peut pas promettre cela, car il pourrait ne pas revenir vivant de sa mission. Kiritsugu réfléchit intérieurement, affichant une expression fatiguée et un visage usé. Il déplore la mort de Maya, car elle aurait pu surveiller la ville maintenant. Au lieu de cela, il doit manier son arme et avancer. Saber s'approche et s'excuse de ne pas avoir pu trouver sa femme après avoir cherché toute la nuit. Avec un regard sombre, elle suggère qu'en cas d'urgence, il devrait l'invoquer.
Kirei réveille Irisviel, maintenant sur le sol, l'informe que la guerre du Saint Graal touche à sa fin et c'est lui qui en sortira victorieux. Elle n'est pas d'accord, déclarant que son mari est de loin supérieur à lui. Le méchant perd patience et, d'une main, resserre son emprise autour de son cou, exigeant de savoir ce qui rend notre héros spécial. Bientôt, il reprend ses esprits et la lâche. Il se demande pourquoi Kiritsugu cherche le Saint Graal, et elle lui dit que c'est pour sauver tous les humains et mettre fin au conflit causé par la guerre. Il ne comprend pas ses raisons, soulignant la vaste différence entre eux. Une fois de plus, l'ennemi l'étrangle, cette fois, jusqu'à sa mort. La lumière du seau s'éteint et le méchant s'éloigne avec un sourire maléfique. Waver se réveille et voit Ryder lire un livre près de la fenêtre. Dehors, ils observent tous les deux des éclairs de mana dans l'air et vont dans la cour pour enquêter. Le jeune homme déchiffre que le signal signifie complet et succès, et pourrait signifier la fin de la guerre du Saint Graal, bien que cela pourrait aussi impliquer un défi. Ryder croit que ce soir déterminera la bataille finale, s'excitant et invoquant son cheval. Waver ne l'accompagnera pas, au lieu de cela, il lui ordonne de se battre jusqu'à la victoire. En tant que deuxième ordre, il exige que Ryder gagne le Saint Graal et devienne enfin le conquérant du monde. Ainsi, il utilise tous ses sceaux de commandement, cessant d'être son maître. Néanmoins, Ryder le met sur son cheval parce qu'il veut qu'il soit témoin de la fin du combat et le considère comme un ami, ce qui fait monter les larmes aux yeux du jeune homme. S'éloignant à cheval, ils quittent tous les deux le site. Tout en méditant, Kiritsugu conclut que l'endroit où il se dirige n'est qu'un piège pour rassembler tous les maîtres, le véritable plan étant de tuer notre héros. Gilgamesh remarque de l'amertume sur le visage de son compagnon, et après s'être approché de lui, ils commencent à revoir le plan. Gilgamesh présente quelque chose d'important. Il ne peut pas garantir la sécurité du Saint Graal. Kirei répond que ce serait dans le pire des cas et préfère s'en remettre au destin. L'autre suppose qu'il a maintenant trouvé une raison de se battre. Le méchant s'éloigne, mais avant de s'éloigner, il suggère que s'il voit Saber arriver, il devrait utiliser Berserker pour l'affronter. Dans un château situé dans un endroit froid, une jeune femme se tient devant une sculpture particulière, témoin de cette triste scène, puis fermant ses yeux larmoyants. Notre héros descend les escaliers, affichant une expression désolée mais déterminée. De l'autre côté de la ville, Karya maintient le même visage. Ryder et Waver sont dans une calèche sur une route lorsque le jeune homme voit une étrange lumière à l'horizon qui se transforme en Gilgamesh. L'ancien servant demande au jeune homme s'il a peur, et il répond honnêtement oui. Saber inspecte la zone avec sa moto et doit soudainement esquiver un grand coup qui détruit son véhicule. Les adversaires se rassemblent pour la bataille, mais avant de procéder, ils prennent tous les deux du vin et réfléchissent au combat imminent. De façon inattendue, Ryder offre une alliance pour conquérir le monde, mais Gilgamesh se moque de cette proposition. Le premier souhaite un bon combat et exprime son respect pour son adversaire. Gilgamesh est d'accord et tous deux jettent leur coupe en l'air. Ryder appelle ses commandants et une lumière blanche brillante illumine tout, nous transportant dans le désert aride. Il signale l'attaque et tous ses alliés avancent à grande vitesse, tandis que Gilgamesh observe la scène immobile. Saber continue de subir les coups de l'ennemi et tout autour d'elle explose. Avec une grande habileté, elle affronte l'ennemi, bien qu'elle doive continuer à éviter leurs attaques continues. Pendant ce temps, Kirei ressent les effets d'un gros insecte dans son estomac. Il imagine avoir une conversation avec une fille, lui disant qu'une fois qu'il aura le Saint Graal des mains du prédicateur, il pourra la sauver. À son grand désarroi, la fille assassinée dans l'église apparaît et crie à plein poumon. Berserker persiste dans sa mission de l'éliminer, mais Saber utilise sa capacité à le fatiguer et attend le bon moment pour frapper. Saber voit la situation opportune et utilise une voiture comme bouclier pour l'atteindre. Étonnamment, cette bête peut arrêter ses attaques, le combat continuera donc à être difficile. Elle soupçonne qu'il est un chevalier qu'elle connaissait dans sa vie passée, car elle était connue comme la reine de Bretagne, elle lui ordonne donc de montrer son visage. Il révèle son identité, et elle le reconnaît. En effet, elle le connaissait, car elle a des souvenirs avec lui quand il était encore Lancelot. Maintenant, il a l'air loin d'être humain. Il attaque, mais elle s'abstient de se défendre par pitié. La bataille sur cet endroit continue, et Gilgamesh conjure une arme sortie de nulle part. Une attaque suffit pour vaincre toute l'armée de son adversaire. Ryder et Waver survivent miraculeusement, mais sont victimes de la puissante arme de l'ennemi. Tous les soldats tombent comme des mouches. Les deux adversaires reviennent à la réalité, et avec un regard sérieux, Ryder demande à son compagnon s'il veut être son vassal, et il observe avec des yeux larmoyants. Il accepte. Quand il descend du cheval, il lui demande de dire aux autres ce qui va se passer, puis Ryder décide de se battre. Il essaye d'esquiver tous les projectiles possibles mais ne peut pas tous les gérer, et certaines lances percent son corps. Il continue de courir, mais alors qu'il est sur le point de faire l'attaque finale, il est enchaîné, alors l'ennemi saisit l'occasion et le perce avec son arme. Il a une mort paisible car il peut entendre le bruit des vagues avant de disparaître. L'ennemi s'approche de Waver, qui est maintenant en état de choc. Après avoir menacé de le tuer juste pour lui faire peur, il s'éloigne pour disparaître. Et maintenant, le jeune homme pleure le départ de son ami. Kiritsu engage le combat contre Kurei, l'un maniant habilement une arme à feu,
l'autre brandissant d'énormes couteaux qui grandissent sans cesse dans ses mains. Il tire. Sabre est encore sous le choc pendant son combat contre Lancelot, qui utilise tout son potentiel. Elle se demande pourquoi il la déteste autant. Quand notre héros tire, l'attaque est inefficace contre l'arme de son ennemi. Il arrête le temps pour esquiver une attaque presque fatale. Des dizaines de balles qu'il dépense en quelques secondes restent sans effet. Il découvre que son ennemi se défend avec le mana de son sceau de commandement. Karaï prépare sa stratégie pour la prochaine frappe. S'approchant rapidement de notre héros, Karaï le frappe à la poitrine, le projetant contre le mur, causant de grands dommages. Stagro reçoit un coup très dur de son ennemi. Elle suppose que la cause de sa mort pourrait être de sa faute, en fait. Puis son corps apparaît dans une sorte de rituel, s'évanouissant dans les flammes. Le Saint Graal s'élève, notre héros tire sur son ennemi et ne relâche pas la gâchette. Il utilise à nouveau son pouvoir et parvient à lui tirer dans le doigt puis dans le bras. Tous deux commencent intérieurement à compter les pouvoirs qu'il leur reste à utiliser. Karatsugu est le premier à attaquer sérieusement son ennemi. Le calice se remplit de sang et inonde la zone. Ils commencent à se battre habilement et aucun ne parvient à porter un coup. Ils sont tous les deux très proches, l'un de l'autre. Pendant ce temps, le Saint Graal remplit tout le sol de sang. Dans une autre pièce, Correa n'en peut plus et tombe au sol. Stabur parvient à poignarder Lancelot à la poitrine avec son couteau, mais avec du regret sur son visage. Elle lui dit que sa cause est de détruire le Saint Graal, et il l'interroge sur le fait qu'elle croit encore en cette cause. Il tombe sans vie sur le sol. Kiritsu se retrouve dans un endroit familier. Irisviel apparaît devant lui et explique qu'ils sont à l'intérieur du Saint Graal. Elle lui demande d'accomplir la tâche et de la sortir du Saint Graal, mais il doute d'elle. Elle lui demande de souhaiter ce qu'il veut, et soudain, il se réveille de cette transe. Le jeune homme est devant une télévision, montrant un bateau avec de nombreux passagers, dont Kiritsugu. L'ennemi lui présente une énigme, mais il est distrait par les coups chute-feu entendus à la fenêtre. Tout d'un coup, tout le monde sur le bateau est mort. Il reçoit un appel et quitte la chambre d'hôtel parce que Karaï lui présente une autre énigme similaire. Il se déplace vers un autre endroit où tout le monde est également mort. Il pointe le pistolet sur son père et tire un coup mortel. Il est dans une position difficile car il doit tuer quelqu'un de sa vie et le protagoniste poignarde Maya. Il retrouve sa famille et une Irisviel apparente lui dit que c'était son souhait du Saint Graal. Il lui promet que tout ira bien, mais ensuite pointe le pistolet sur sa tête et tire. Elle pleure et demande pourquoi il a fait ça, et il commence à l'étrangler. Elle lui demande pourquoi il n'a pas sauvé le Saint Graal, et il répond avec 6000 milles de personnes. Elle le maudit et meurt. Alors qu'il lui brise le cou, il réalise que ce sera le dernier souvenir d'elle. Il se réveille de l'illusion et vise Karaï. Il le tue en lui tirant une balle dans la tête, malgré ses désirs d'obtenir le Saint Graal. Plus tard, Saber est confronté à son ennemi, et il ne la laisse pas s'approcher du Saint Graal. Quand il semble qu'il est sur le point de la tuer, Kiritsugu apparaît pour l'aider. Mais cette fois, il la force à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, lui demandant de détruire le Saint Graal après avoir activé tous ses sceaux de commandement. Malgré ses supplications, le jeune homme continue d'insister pour que Saber détruise le calice. Elle libère une puissance formidable et regrette instantanément ce qu'elle fait. La ville brille comme si c'était une bombe. Notre héros est choqué par ce qu'il voit au-dessus de lui. Le calice répand son sang et emporte Gilgamesh avec lui, vous voyez. Ce liquide semblable à de la lave détruit EV Ratang. Il continue d'halluciner avec sa fille, alors qu'il voit la ville en flammes. Il essaie d'aider tout le monde, mais personne n'est vivant. Des paroles positives d'Erisville se font également entendre aussi. Karaï aide une petite fille dans un environnement hostile. Le jeune homme croise tous ses connaissances et les autres l'appellent Papa. Il tombe sans résistance dans un endroit plein de créatures. Gokamish se tient nu devant Kurei, tous deux remarquent différents changements et l'un d'eux commente qu'il ne se sent pas vivant. Il suggère à Kotamine qu'il a gagné le Saint Graal et que tout ce qu'il voit est ce qu'il a toujours désiré. Il se sent extatique en entendant la nouvelle et rit joyeusement, mais dit que ce n'est pas suffisant en fait. Le jeune homme pourrait répondre à toutes les questions qu'il avait, mais a encore besoin d'accomplir plus de choses dans ce voyage. Au loin, il aperçoit Karatsugu, qui marche gravement blessé. Il le regarde avec colère parce qu'il essaie toujours de sauver des gens des décombres. Quand tout semble perdu, la voix d'un enfant apparaît et il voit comment le protagoniste le sauve, reconnaissant pour ses actions. Weaver et les autres sont à table en train de prendre le petit déjeuner en regardant les nouvelles, tout simplement. Il avoue qu'il partira en vacances pendant un certain temps et tous deux sont excités par la nouvelle. Karaï est à un enterrement et prononce des paroles religieuses devant une tombe, vous comprenez ? Il la félicite parce qu'elle a été d'une grande aide pour lui et la fille nommée Rin écoute attentivement. Il lui dit aussi qu'elle a hérité de la magie de sa famille. Elle se retourne et s'éloigne. Elle aide Noah à se transporter, puis il mentionne qu'il partira pendant un certain temps. Il lui remet une arme héritée de son maître, lui appartenant maintenant, et elle se rend vite compte qu'elle appartenait récemment à son père décédé, en larmes. Dans une autre réalité, nous voyons Saber au milieu d'une armée mourante. La reine pleure la mort de tout le monde, y compris Lancelot, la faisant pleurer de façon incontrôlable et sans consolation. Dans son esprit,
elle se souvient de la mort de son allié et demande pardon, bien que cela n'aide pas du tout. Le protagoniste est toujours en vie et suggère qu'après Ilia, il n'a perdu personne d'autre dans sa vie. Malgré cela, il mène une vie paisible et après ce jour infernal, adopte l'enfant qu'il a sauvé. Alors, 5 ans plus tard, son fils adoptif Shiro et Kiritsugu ont une conversation. Il avoue qu'il a une fois essayé de réaliser ses rêves et a échoué, mais le garçon répond qu'il peut accomplir cette mission pour notre héros car il a la détermination de le faire. Une lumière céleste brille sur Saber. Oui, quelques secondes plus tard, il trouve la paix qu'il cherchait depuis longtemps, car il n'aura plus le fardeau de sauver le monde de ses propres mains. La fin. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir de nouveaux récaps d'animes. N'oubliez pas.